Bon, cette vidéo, elle me tient beaucoup à cœur parce que je parlais d'un sujet qui est extrêmement sous-coté selon moi, personne n'en parle. Alors que pourtant, quand on comprend tout ça, la mission, elle est littéralement garantie. Vraiment, je dis garantie. Alors quand je dis mission, je parle de mission dans la tech, pour des freelances dans la tech, et plus précisément en régie. Donc en vendant son temps passé, et non pas un résultat, à des clients, en espérant faire un chiffre d'affaires minimum de 7 000 € par mois. Ok, donc au programme, je vais vous expliquer déjà quelles sont les composantes du positionnement idéal. Donc, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Et ensuite, je vous montrerai les trois options que vous avez pour exploiter ça, qui est bien sûr basé sur des vraies données et pas sur l'intuition, pour trouver votre mission. Et à la fin, on verra l'élément de l'équation hyper important qu'on peut oublier, mais qui rend tout ça extrêmement impactant et extrêmement utile pour la suite. Avant de commencer, un peu de contexte. Donc moi, je suis développeur Python freelance, donc freelance en régie, précisément dans la partie data et IA. Et grâce à mes missions en régie, j'ai généré jusqu'à aujourd'hui plus de 110 000 € de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, j'accompagne des salariés et des freelances dans la tech à faire comme moi, donc à trouver des missions en régie, payées au temps passé, avec un chiffre d'affaires que je garantis de minimum 7 000 € par mois. Donc je garantis ce résultat à chaque personne que j'accompagne. Donc pour commencer, sans trop de blabla, on va montrer un petit exemple marrant. Vous allez voir pourquoi je vous montre ça. Donc là, vous avez un exemple qui pour moi est extrêmement parlant pour introduire le sujet du positionnement. Vous avez une Ferrari 488 Italia, neuve, 12 km, à 50 000 € sur le bon coin. Qu'est-ce qui se passe? Elle part en 35 secondes chrono. Vous allez recevoir des appels à plus savoir quoi en faire, c'est logique. Pourquoi? Parce que la valeur perçue de la Ferrari, de 200 000 € pour ceux qui connaissent pas le marché, est très supérieure à la valeur réelle demandée de 50 000 €. C'est pour montrer qu'en fait, quand le positionnement il est vraiment bien compris et vraiment on point, c'est mécanique. Vous allez avoir des clients, c'est obligatoire. Dans ce cas-là, j'ai poussé le bouchon encore plus loin en montrant que quand on est avec une valeur perçue encore plus élevée que la valeur réelle, ben, on se fait littéralement harceler pour qu'on travaille avec nous, pour avoir l'achat. À savoir que dans ce cas-là, il faut aussi comprendre que à 200 000 €, la Ferrari aussi, elle partira, hein, parce que c'est le prix du marché et c'est le principe. Vu qu'elle est bien positionnée, que c'est le bon tarif par rapport aux besoins du marché, elle partira. Mais quand la valeur perçue est encore plus élevée que la valeur réelle, ben là, c'est l'émeute, quoi. Alors, comment on fait pour appliquer ça à un freelance? Là, on va se prendre l'exemple de mon cas de figure. Là, vous avez Mickaël qu'on va retrouver sur LinkedIn ou sur Freework ou dans un mail que je vais envoyer pour une prise de contact. Donc voilà, moi c'est Mickaël, développeur Python, avec tel TJM et telle expérience, tel CV que j'ai pas mis là. Est-ce que les recruteurs vont se bousculer pour m'appeler? C'est la question qu'il faut se poser. Est-ce que ça va faire comme la Ferrari? Est-ce qu'ils vont, quand ils vont me voir, ils vont se dire, putain, Mickaël, à ce prix-là, avec ces compétences-là, il faut que je l'appelle tout de suite? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et ça, pour répondre à cette question, c'est impossible d'y répondre sans savoir ce que c'est le positionnement optimal de son marché. Et c'est justement ce qu'on va voir tout de suite. Mais déjà, avant ça, on va voir ce que c'est un positionnement. Alors, un positionnement, qu'est-ce que c'est? Pour moi, c'est au moins 5 composantes. Il y en a plus, mais il y en a au moins 5. C'est la typologie de mission, l'expertise, le TJM, donc le tarif journalier moyen, le prix auquel vous allez vous vendre, le facteur différenciant, qui est un peu optionnel, mais qui est important, et les différentes contraintes. Et le point hyper important, c'est que grâce à l'analyse du marché, donc j'en ai fait une vidéo si ça vous intéresse, vous pouvez voir avec cette miniature sur YouTube, vous allez pouvoir identifier exactement ce que c'est la typologie de mission qui a le plus de demandes dans ce marché, les expertises qui sont les plus recherchées, les TJM pratiqués, ce qui fait qu'on peut se différencier et les contraintes du marché. Et avec tout ça, vous allez pouvoir construire le fameux positionnement théoriquement optimal. Donc on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Donc là, on va faire une mise en situation qui est assez proche de mon cas de figure perso et je vais vous montrer comment on fait pour créer le positionnement optimal à partir d'informations vraiment tangibles qu'on va récupérer sur le marché. Donc déjà, il faut comprendre qu'il y a une contrainte de départ qui est les marchés candidats, les marchés cibles qu'on peut cibler. Parce qu'évidemment, on ne peut pas cibler tous les marchés qui existent. Moi, j'ai listé, on va dire, 4 marchés que je pouvais cibler. Data Scientist, Data Engineer, développeur React, Dev Python Backend. À savoir, pour ceux qui ne savent pas, qu'un marché, ce que j'appelle marché dans le cadre du freelancing en régie, ça va être tout simplement un intitulé de poste en fait. Si vous travaillez en tant que salarié, c'est exactement la même chose. Data Scientist, c'est le marché de tous ceux qui sont Data Scientist. Ces candidats-là vont me servir ensuite à filtrer pour comprendre quel est le marché parmi mes candidats qui est le plus porteur. Donc il peut y avoir le filtre numéro 1 qui va être les plateformes et ensuite que je vais pouvoir valider avec les recruteurs et les freelances qui sont eux directement sur le marché. Et à la fin, on peut imaginer qu'il va me rester qu'un seul marché, qui est le marché développeur Python Backend. Ok? Donc ça, c'est notre seule contrainte. Une fois qu'on a ça, qu'on sait quel marché on va cibler, on va pouvoir vraiment récupérer des informations précisément sur ce marché. Premièrement, la partie expertise qui est hyper importante. Quels sont précisément les besoins de mon marché? C'est la question qu'il faut se poser. D'après les plateformes, je peux faire beaucoup de statistiques.
Là, vous avez un exemple de mon outil qui me sert à faire des statistiques, où je vois que Python, évidemment, remonte dans les classements, mais il y a aussi Docker et GitLab CI. Donc, c'est un peu petit, je sais pas si vous arrivez à voir. Et après, dans la partie compétences, on voit la partie API et ETL. Ça me sert à quoi? Ça me sert à créer, en fait, une liste de compétences de prérequis qu'il me faut absolument avoir et mettre en avant sur mon CV et en entretien. Donc là, je les ai listés ici. Ensuite, je vais aller valider ça et compléter avec ceux qui sont sur le terrain. Donc, comme je l'ai dit, recruteurs ou freelance dans ma niche qui sont directement en mission. Et par exemple, ils vont me confirmer ça et éventuellement rajouter, par exemple, Grafana, qui est une technologie de data visualisation, et des éléments en plus, comme le fait qu'il me faudra minimum 2 ans d'expérience. Ok? Une fois qu'on a ça, on a la partie expertise. Ensuite, la partie facteur différenciant. C'est un peu pareil, le fonctionnement. Vous allez, pareil, agréger l'information depuis les plateformes et avec ceux qui sont sur le terrain pour comprendre qu'est-ce qui peut permettre de vous différencier, qui n'est pas obligatoire, mais qui est très valorisé pour votre marché. Là aussi, on peut faire des statistiques. Et moi, je pourrais voir, par exemple, que K8S et DataVis sont des éléments qui reviennent très souvent dans les annonces d'emploi, dans les messages qu'on m'envoie de recruteurs et de freelance, mais qui n'est pas pour le coup un prérequis. Je vais le noter quand même parce que c'est un élément qui est, on va dire, un facteur différenciant par rapport à mes concurrents. En plus de ça, je peux avoir aussi une information comme quoi l'expérience dans le spatial est très valorisée, donc je vais le rajouter aux éléments. Ok, point suivant, ça va être le TJM. Le TJM, c'est pareil, grâce aux plateformes, grâce aux sources fiables, attention, c'est compliqué à trouver, mais des sources fiables de TJM sur mon marché, je vais pouvoir avoir une fourchette du prix que vaut un profil comme le mien. Vraiment, c'est compliqué parce que il faut prendre en compte la localisation, l'expertise, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, mais on peut avoir une fourchette plus ou moins précise que je vais noter ici, que je vais, encore une fois, valider, élargir ou corriger avec ceux qui sont sur le terrain. Une fois que j'ai ça, il va me rester un dernier élément qui sont les contraintes. Là, ça peut avoir plein de formes différentes. Je vous ai mis deux exemples qui sont assez communs. Par exemple, le fait qu'il y ait peu de full remote, ça peut être propre à un secteur ou propre au marché dans sa globalité. Et aussi le fait qu'un secteur soit très localisé. Exemple, dans mon cas, comme je travaille dans l'aérospatial, vous savez peut-être que c'est très localisé à Toulouse et un peu à Paris. Ce qui fait que si je veux travailler là-dedans absolument, il va falloir que je comprenne que c'est une contrainte, il faut que je sois là-bas ou que je puisse me déplacer là-bas. Une fois qu'on a ça, on a les différents éléments pour construire le positionnement idéal, donc le positionnement du candidat idéal, qui, si on le met sur Freework, LinkedIn ou quand on envoie un message, il fera le même effet que la Ferrari, c'est-à-dire qu'il va avoir un appel tout de suite pour avoir des acheteurs. C'est ce qu'on recherche. Donc j'ai fait le récapitulatif juste ici, hop, ça ressemble à ça. Donc j'ai juste remis les éléments qu'on a ici. Le positionnement idéal, ça va être un développeur Python backend qui sait faire tout ça, avec cette contrainte sur l'expérience, par exemple, pour Python, il faut avoir 2 ans d'expérience, qui a en plus ces compétences-là qui sont très valorisées mais pas obligatoires. Il respecte les contraintes, donc il peut se déplacer ou il peut faire de l'hybride, et il est localisé à Toulouse ou à Paris si c'est un problème de secteur. Et ensuite, d'un point de vue du TJM, le TJM est dans la fourchette. Évidemment, vous comprenez bien que le marché, plus il est proche de la fourchette basse, vous allez avoir plus d'appels, et plus c'est haut, plus il faudra négocier, donc ça c'est un peu logique. Mais si vous répondez à ces éléments-là, en théorie, vous avez une mission qui est garantie. En pratique, c'est normal, ne vous inquiétez pas, vous allez forcément avoir des éléments qui sont en désaccord avec ça. Par exemple, je vais vous prendre mon cas de figure perso, hop, je vais décaler ma tête. Moi, Python, j'avais pas 2 ans d'expérience, je tombais de couleur. Hop. Python, on peut imaginer que moi j'avais que 1 an, donc c'est pas assez. Grafana, j'avais pas. K8S, je connaissais pas non plus, voilà, après c'est pas requis. Et bon, niveau TGA, après tout le reste c'était ok. Ça c'est normal, c'est mon prérequis. API c'est bon, Docker c'est bon, GitLab aussi, ETL c'est bon. DataVis je connais, expérience spatiale j'ai aussi. Pour le full remote ça me dérange pas, je peux faire de l'hybride. Le secteur, je suis localisé à Toulouse donc c'est bon. Et le TGM, parfait, c'est pile dans ma fourchette. Donc j'ai quand même beaucoup d'éléments qui sont cohérents avec ce profil-là. Par contre, il y a plusieurs éléments sur lesquels il faudrait que je travaille. Et c'est là qu'on va y venir. Si je veux m'assurer une mission, je dois minimiser l'écart entre le profil idéal et mon profil. C'est logique. Plus vous vous rapprochez du profil idéal, plus vous vous rapprochez de la Ferrari, plus vous vous rapprochez des recruteurs qui vont vous harceler pour vous avoir au téléphone. Et c'est ce qu'on recherche. Point important avant de continuer, sachez que même si vous faites ce travail-là très bien, de minimiser l'écart entre le profil idéal et votre profil, il reste un élément de l'équation qui est hyper important et que souvent on néglige, que je vais présenter à la toute fin, qui est caché juste en dessous. Donc restez bien jusqu'à la fin si vous voulez comprendre comment faire ça bien et pas gâcher votre travail. Aussi, point important, si vous voulez passer freelance ou vous êtes déjà freelance et que vous voulez trouver des missions en régie payées au temps passé, sachez que vous pouvez réserver un appel avec moi gratuitement. Vous avez un lien dans la description. Cet appel, il n'engage absolument rien. On va revoir votre profil ensemble. Je vais vous lister les actions que moi je considère pertinentes pour trouver une mission au plus vite. Donc ça va être sur plusieurs semaines, voire 1 ou 2 mois.
Et si ça vous intéresse, à la fin, je vous expliquerai comment j'accompagne des profils similaires aux vôtres, quels résultats j'ai pour des profils similaires aux vôtres et comment je peux vous garantir d'avoir une mission à 7 000 € par mois si ça vous intéresse. Ok. Donc maintenant, on va passer à un point aussi hyper important qui est que quand vous faites ce travail-là, de réduire l'écart entre votre profil idéal et le profil que vous avez actuellement, il faut comprendre que ça va être itératif. C'est un travail qui se fait en continu. On va pas une seule fois faire ce travail-là et se dire, ok, le marché ressemble à ça, maintenant je sais ce que le marché recherche, je vais me rapprocher de ça. Alors c'est déjà très bien, mais il faut comprendre que vous n'êtes pas à l'abri d'avoir raté un élément important. C'est pour ça que j'ai mis lacune mystère 2. En fait, le marché, non seulement il évolue, mais vous n'êtes pas infaillible, c'est normal. Les gens que vous avez contactés, peut-être qu'ils sont pas au courant de tout, et vos stats sont pas forcément tout le temps hyper significatives, si vous faites ça un peu à l'arrache. Donc partez du principe que c'est itératif, que c'est un travail qui est continu, pour affiner tout ça au fur et à mesure. Peut-être que vous allez découvrir un outil que vous n'aviez pas vu au début, et qui est très demandé, qui est très valorisé. Pareil pour les TGM, peut-être que vous avez un peu sous-évalué ou surévalué la fourchette. Ces éléments-là, ils sont importants à comprendre, donc considérez que c'est un processus qui est itératif pour ne pas louper des points importants, ok ? Maintenant, on va voir les différentes options que vous avez quand vous avez fait ce travail-là, que vous avez un positionnement de départ qui a été travaillé pour se rapprocher du positionnement idéal pour justement trouver une mission. Alors justement, on va voir qu'il y a un peu un piège. Option numéro 1, ne pas changer, ne rien changer, mais savoir que ça va être plus compliqué de trouver. Ça, c'est l'option un peu des gens têtus. Alors, je les comprends un peu parce qu'ils vont se dire, ben voilà, le marché, il considère que je vaux ça, alors que moi, je considère que je vaux 600 €. Ou alors, ils vont se dire, ben, moi, Python, je travaillerai pas Python. Et Grafana, ça me saoule, je prends pas Grafana. C'est déjà bien de l'assumer. Bon, ouais, c'est un peu con, je trouve, mais c'est bien de l'assumer. Au moins, vous savez que vous partez avec une balle dans le pied et vous n'êtes pas surpris quand vous n'avez pas de résultat. Donc, c'est déjà ça. Moi, c'est pas ce que je vous conseille, mais c'est une option qui a le mérite d'exister. Deuxième option, c'est faire des concessions et travailler sur son positionnement. C'est évidemment ce que je conseille. Quand vous voyez les problèmes qu'il y a entre votre positionnement et le positionnement idéal, eh bien vous travaillez dessus, simplement. Le tarif, peut-être que vous allez devoir le baisser un petit peu. Peut-être qu'il faudra se former un peu à Grafana ou à d'autres technologies que vous ne connaissez pas, mais qui sont très demandées, et prendre de l'expérience sur Python avec des projets perso ou d'autres leviers. Mais c'est un travail que vous pouvez faire. Ça prendra peut-être un petit peu de temps, mais au moins à la fin, vous allez avoir un très bon positionnement. Et l'option numéro 3, qui est un petit peu extrême, mais qui a aussi le mérite d'exister, c'est changer de marché. Alors pourquoi ça peut être pertinent ? Parce que il peut se passer que en faisant ce travail, vous vous rendez compte que c'est vraiment la catastrophe, quoi. Alors, en gros, si je reprends mon petit crayon, hop, vous vous rendez compte qu'en fait, là, vous avez rien. Genre API REST, vous connaissez pas, vous savez pas ce que ça veut dire. Docker inconnu, qu'est-ce que c'est ? Database, je connais pas. Le TGM, moi, je suis à 2000 € par jour. Y a rien qui va. Il y a rien qui va. Du coup, là, une option, ça peut être de reprendre le travail depuis zéro et de revoir les candidats qu'on avait et peut-être prendre un nouveau, le deuxième qui était plus intéressant, peut-être partir sur celui-là ou sur celui-là et voir si éventuellement on a plus de cartes à jouer pour avoir un positionnement qui s'en rapproche plus et que ça prenne moins de 6 mois de travail. Parce que c'est un peu le but, c'est de trouver une mission rapidement. Donc, voilà ce que vous avez comme option. La 1 qui est bien, au moins vous êtes honnête avec vous-même, mais considérez quand même que ça va être très compliqué. La 3, si vraiment vous vous rendez compte qu'il y a trop de gap et que c'est compliqué. Et la 2, qui est celle que je conseille pour vraiment trouver une mission rapidement. Que je vous conseille de mettre en place pour avoir vite un positionnement qui colle avec le marché. Maintenant, dernier point hyper important, comment faire pour que tout ça soit vraiment valorisé, que ça ait vraiment un sens en pratique. En fait, avoir un positionnement nickel, c'est très bien, mais il y a un point qui est important, c'est le communiquer. Et là, on parle de CV. Ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet qui paraît, les gens comprennent que c'est important, mais comprennent pas que c'est important à ce point-là. En fait, votre CV, c'est vraiment votre vitrine. Il faut qu'avec juste un CV, et souvent en moins de 10 secondes, on puisse comprendre le positionnement. Il faut qu'on puisse savoir, est-ce que la personne que j'ai sous les yeux dans son CV, elle colle à ce que je recherche ? Est-ce que, quand on voit une Ferrari, on sait que ça colle avec ce qu'on veut ? Oui, parce que la Ferrari, la couleur, on la reconnaît tout de suite, on voit l'allure, on connaît, il y a plein de symboles qui fait qu'on sait que c'est ce qu'on cherche. Il faut que ce soit pareil pour moi. Il faut que quand on me voit, on se dise, ah ouais, Mickaël, c'est pile ce qu'il me faut, c'est exactement le positionnement idéal que mon client recherche, ou que je recherche. Et pour ça, déjà, il faut faire ce travail-là, il faut comprendre ce que le marché recherche, s'en rapprocher, mais aussi réussir à le communiquer. Et ça, c'est très sous-coté, mais vraiment, il y a un travail à faire sur votre CV, de vraiment condenser l'information pour faire ressortir le plus possible les éléments du positionnement, et pour qu'en un coup d'œil, on comprenne, ok, c'est bon, c'est exactement ça que je veux, je l'appelle. Donc ça, c'est un sujet qui est plus vaste, plus complexe, je vais pas pouvoir l'aborder dans cette vidéo, mais comprenez bien que ça, c'est, 80% du travail, voire 90%, mais il y a quand même ce petit 10% qu'il faut pas rater et qui sert après
pendant tout le reste de votre processus de recrutement et d'entretien. Donc, n'oubliez pas vraiment, il faut bien réussir à le communiquer. Et pareil, c'est aussi vrai pour l'oral. J'ai mis le CV, mais c'est aussi vrai à l'oral, en entretien ou en appel. Il faut réussir à faire comprendre aux gens que vous avez au téléphone ou en entretien que vous répondez à ces critères-là. Ok ? Déjà, il faut y répondre, premier step. Et le deuxième point, il faut faire comprendre aux gens que vous y répondez. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Sachez, je le répète encore une fois, que si vous voulez passer freelance, vous êtes en salarié dans la tech ou freelance actuellement au forfait par exemple, et que vous voulez trouver des missions en régie de façon stable, contrôlée, avec au moins 7 000 euros par mois de chiffre d'affaires, réservez un appel. L'appel, il est gratuit, il coûte rien, il vous engage en rien, il est dans la description, et on va voir en revue votre profil, les différentes actions qu'on peut mettre en place pour trouver une mission, et si ça vous intéresse, seulement si ça vous intéresse, je vous expliquerai mon accompagnement, comment il fonctionne, et comment je peux vous garantir de trouver une mission à 7 000 euros par mois minimum, selon votre niveau d'expertise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que le positionnement, c'est hyper important. C'est un sujet chiant, mais qui a un très gros retour sur investissement. Allez, ciao!